grand monsieur de la recherche de l'intelligence extraterrestre, Frank Drake, qui a été l'initiateur du programme SETI, c'est-à-dire la recherche de l'intelligence extraterrestre par le biais de la radioastronomie, comme l'indiquent les antennes qu'on voit derrière lui. Et il avait 30 ans à l'époque, c'était en 1960-1961. Et il est également l'auteur de la célèbre équation qui porte son nom, qui est censée représenter le N, c'est-à-dire le nombre de civilisations dans la galaxie capables de communiquer. Et ça, bien entendu, aujourd'hui on appelle ça des technosignatures, ce qui nous permet d'avoir une réflexion sur les technologies étrangères. Je les appelle étrangères pour laisser à chacun le soin de mettre ce qu'il veut derrière. Bon, tout d'abord, il faut quand même mettre les choses en perspective. Et pour les mettre en perspective, il faut regarder notre propre technologie. Ces pierres ont été taillées il y a 3 300 000 ans. Vraisemblablement, alors elles ont été découvertes au Kenya en 2011, et elles sont vraisemblablement l'œuvre de cette espèce, Kenyanthropus platyops, qui est un cousin assez proche de la célèbre Lucie, que vous connaissez tous, Australopithecus afarensis. Il y a 1 500 000 à 1 700 000 ans, l'homme apprend à utiliser le feu provoqué par les phénomènes naturels. Et il y a 300 000 ans, c'est-à-dire à l'époque même où apparaît Homo sapiens à la surface de la Terre, il apprend à le créer par lui-même. Ceci est la plus ancienne preuve jamais découverte d'une technologie appliquée à l'architecture. C'est le site, vous l'avez certainement reconnu, le site de Göbekli Tepe en Turquie, qui date de 12 000 ans. 12 000 ans, c'est-à-dire que ces piliers, qui portent des hauts reliefs et des bas reliefs, ont été taillés et mis en place 5 à 7 000 ans avant Stonehenge et les alignements de Karnak. Et pourtant, ils sont beaucoup plus élaborés que Stonehenge et les autres. 5500, l'invention de la roue, l'âge du bronze. Alors, les dates sont par rapport à aujourd'hui, n'est-ce pas? L'âge du fer, la machine à vapeur, la révolution industrielle et l'électricité. Et au XXe siècle, 3 avancées simultanées quasiment, l'ordinateur, l'énergie nucléaire et la conquête spatiale. Au XXIe, on est tout près de maîtriser la technologie de la fusion thermonucléaire. La fusion thermonucléaire, pour dire les choses simplement, c'est recréer le Soleil en laboratoire sur la Terre. Ça, c'est une photographie, c'est pas un dessin. On voit là un plasma qui est à 10 millions de degrés Celsius, c'est-à-dire quasiment la température du centre du Soleil. Le plasma est maintenu par des des champs magnétiques extrêmement puissants qui sont autour. Et enfin, entre la fin de ce siècle et la fin du siècle prochain, on espère en tout cas des astronautes qui seront propulsés par la lumière, soit par des voiles, ce qu'on appelle des voiles photoniques, soit par, comme sur cette image-là, par une réaction matière-antimatière. Mais on n'y est pas encore, bien entendu. Alors, effectivement, comme vous l'avez vu, le progrès technologique humain a été fulgurant. Et il est exprimé sur ce graphique
C'est-à-dire que la courbe que vous voyez ici, qui est une exponentielle, si je voulais paraphraser Star Trek, je dirais que c'est une hyper exponentielle, montre que le progrès technologique chez nous a accéléré davantage dans les 2 derniers siècles que dans les 8000 ans qui ont précédé. Jusqu'à ce qu'un événement imprévu se produise, c'est-à-dire que là, on a des manifestations, enfin, on a une présence qui est venue marcher sur notre territoire, et je précise, sans y être invité. Sans y être invité. Quelques cas pris parmi les plus emblématiques. Cape Girardeau, État du Missouri, 1941. Bien entendu, on ne présente plus, Roswell. Salem, Massachusetts. La base de White Sands, Holloman. La grande vague de la vallée d'Hudson, qui a été plus importante que la vague belge. Il y a eu plus de 5000 témoignages oculaires. Et les fameuses lumières de Phoenix, 1997. Alors jusque-là, tous ces événements ont été, j'entends par les autorités, et y compris une grande partie de la communauté scientifique, soit dénigrés, soit tournés en ridicule, mais le plus souvent, et ceci explique peut-être cela, tenus secrets, jusqu'à ce que la bombe éclate en décembre 2017 avec le désormais célèbre article du New York Times, Aura lumineuse et caisse noire, le mystérieux programme OVNI du Pentagone, où pour la première fois était dévoilé, là ce sont des snapshots, des vidéos tournées par les pilotes de la marine. Alors ça commence en 2004, comme vous le savez, au large des côtes de Californie, dans le Pacifique, avec le fameux incident appelé Tic Tac, à cause de la forme des objets. Ces événements ont été filmés, ces objets ont été filmés par les avions du porte-avions Nimitz. Ensuite, en 2015, là c'est de l'autre côté du continent, au large des côtes est des États-Unis. Je reviens plus. Et en 2019, une entrée qui est toujours un peu controversée par les autorités, bref, mais une sorte de pyramide lumineuse filmée depuis le destroyer USS Russell. Alors depuis le début, depuis les premiers événements des années 40-50, on pressentait qu'il se cachait là derrière des objets disposant de technologies avancées à cause des performances. Alors justement, quelles sont ces performances? Eh bien, d'abord la vitesse. Ces objets sont capables de très très grandes vitesses. On va voir pourquoi par la suite. Une manœuvrabilité extraordinaire, puisqu'ils sont capables de faire des virages à angle droit sans marquer l'arrêt, ou même des virages à angle très aigu, toujours sans marquer l'arrêt. Et enfin, quelque chose qui n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, en 2022, mais ce qui était souvent le cas auparavant, une visibilité autant optique qu'au radar. Cela, pour beaucoup de gens, y compris beaucoup de scientifiques, cela semblait impliquer un certain contrôle de la gravité. Alors, Mr. Luis Elizondo, que tout le monde connaît, l'ex-directeur du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, déclarait récemment ceci. Alors, je ne le traduis pas, ce n'est pas nécessaire. Quoi que ça puisse être, ce n'est pas notre technologie. Et Luis Elizondo sait de quoi il parle. Voyons cet incident tic-tac. Donc,
large à 160 km au large des côtes de Californie, au large de San Diego, novembre 2004, qui a concerné le groupe de combat aéronaval du porte-avions nucléaire USS Nimitz. Alors voilà, le groupe de combat, il n'est pas au complet là, et il n'a pas la configuration de combat. Hein. Le Nimitz est ici. Là, il y a diverses frégates et destroyers qui assurent la protection de la flotte, plus exactement la protection du porte-avions. Il y a des éléments qu'on ne voit pas, qui sont les sous-marins d'attaque de classe 688, qui sont répartis tout autour et qui reniflent l'océan autour de la flotte. Mais celui qui a levé le lièvre, c'est lui. C'est le croiseur lance-missile USS Princeton de la classe Ticonderoga, qu'on voit ici de plus près. Et justement, à partir de cette époque, ces vaisseaux étaient pourvus de nouveaux systèmes radar qu'on voit ici. On en voit les antennes de ce côté-là. C'est le nouveau système de radar SPY-1, qui est un radar dit à réseau de phase, alors capable de détecter, de suivre et de traiter simultanément plus de 100 cibles aériennes en approche du groupe de combat. Et c'est lui qui le premier, c'est ce système qui le premier a vu les objets dont il est question. Et là, la flotte, bien entendu, elle a une composante aérienne qui est encore que d'autres modèles plus récents ont commencé à les remplacer, le McDonnell Douglas FA-18 Super Hornet, biréacteur, biplace ou monoplace d'ailleurs. Alors, celui qu'on voit sur la photo est armé. Dans le cas des manœuvres qui sont concernées ici, ne l'étaient pas, hein, ou du moins, ils avaient des armes bleues. Alors, les armes bleues, c'est les armes d'exercice, les armes blanches sont des armes de combat. Alors, voilà l'une des vidéos qui a été tournée par l'un de ces FA-18. Alors, vous allez voir, l'objet s'éloigne vers la gauche et le radar de l'avion enregistre sa vitesse à Mach 60, c'est-à-dire plus de 73 500 km à l'heure, 73 500 km à l'heure dans l'atmosphère, sans qu'il y ait aucun banc sonique ou quelque chose comme ça. Et contrairement à ce que moi j'ai pu lire ici ou là, ou entendre, ces événements ont été très soigneusement étudiés, en particulier par la Scientific Coalition for Ufology, la SCU, dans un rapport intitulé « Une analyse scientifique de la rencontre entre le groupe de combat aéronaval 11, donc celui du Nimitz, et des véhicules aériens non identifiés. Analyse des preuves et conclusions. » J'en ai extrait, alors le rapport est très gros, il fait 268 pages. J'en ai extrait un tableau qui figure page 168. Il faut dire que c'est une étude extrêmement pointue et très très détaillée. Ce tableau, en quelque sorte, résume un peu la situation. Alors, les mesures concernent le mode de trajectoire. Donc, pendant des temps de 6 secondes en vitesse linéaire et vitesse parabolique, c'est-à-dire cette manière-là, et sur des temps de 780 millisecondes, le temps qu'il a fallu, par exemple, à l'un de ces objets pour passer de l'altitude de 80 000 pieds, c'est-à-dire à peu près 25 000 mètres, quasiment au niveau de la mer. Alors, les vitesses maximales, j'ai fait les conversions en kilomètres heure. Hein. Sur les temps de 6 secondes, entre 16 500 et 22 000 km à l'heure, dans l'atmosphère.
Toujours pas, toujours. Il ne faut jamais perdre de vue ça. Et ensuite, on passe dans les temps courts, 780 millisecondes, 169 000 km/h, et en parabolique, 126 000 km/h. Ce sont bien entendu des vitesses qu'aucun de nos appareils, fût-il russe ou chinois, n'est-ce pas, ne peut atteindre. Ensuite, il y a les accélérations. Là, c'est très intéressant. D'abord, il faut savoir que l'accélération de la pesanteur, disons au niveau du sol ou à une altitude, disons relativement modérée, ce qu'on appelle G, un G, c'est un peu moins de 10 mètres par seconde au carré. Donc 9,81 mètres par seconde au carré, c'est une donnée universelle. Et là, on a des accélérations qui sont respectivement de 2, 3, 120 et 180 km par seconde au carré. Ce qui représente 200, 300, et ensuite on change carrément d'échelle, 12 000 et 18 000 G. Autant vous dire que si un objet est capable de ce genre d'accélération a contenu un organisme biologique, dans les conditions de la physique classique, eh bien, à ces accélérations-là, en fait, l'organisme vivant, possiblement, se réduit à de la peinture sur les pas morts. Parce qu'aucun organisme vivant ne peut résister à de telles accélérations qui sont déjà mortelles pour les pilotes humains, les pilotes de chasse les plus expérimentés, entre 20 et 30 G. Mortelles, hein. Enfin, ils se sont amusés, ils ont calculé la puissance, l'équivalent de puissance calculé en watts, c'est-à-dire l'unité de mesure d'énergie classique. Donc ici, 11, 9, donc disons autour de 10 gigawatts, 10 milliards de watts. Et dans les temps courts, là encore, on change encore d'échelle, entre 4 et 5 000 gigawatts. 5 000, donc entre 4 et 5 térawatts. Alors moi, je me suis amusé à calculer l'équivalent en termes de détonation nucléaire. Comme on dit, en kilotonnes, en mégatonnes. Dans le premier cas, là-haut, le calcul donne approximativement 8 kilotonnes, c'est-à-dire, en gros, la moitié de la puissance de la bombe d'Hiroshima. Mais 8 kilotonnes, une arme de 8 kilotonnes à 500 mètres au-dessus de Paris détruit Paris sur 2 km de rayon. Mais en bas, 4 et 5 000 gigawatts donnent une puissance en équivalent de détonation nucléaire de 4 mégatonnes. Donc ça, 4 mégatonnes, ça transforme la région parisienne en lac parisien. Donc, vous voyez bien que là, on a des mesures extrêmement fines, extrêmement pointues, contrairement à ce que vous pourrez lire à droite ou à gauche sur le net. Alors, le modèle qui correspond le mieux, qui pourrait correspondre le mieux à ce type de performance, c'est le modèle du moteur à distorsion de Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre, vous savez qui c'est un physicien mexicain qui a publié pour la première fois en 1994 le résultat de ses analyses, de ses calculs. Donc, en fait, là, on ne se déplace pas dans l'espace, mais le véhicule qui est ici au centre, il surfe sur une vague d'espace-temps. Il suffit, si j'ose m'exprimer ainsi, de contracter l'espace-temps à l'avant du véhicule et de le dilater à l'arrière. Mais pour faire ça, on est obligé, du moins à l'époque, dans les années 94,
Alcubierre prévoyait qu'on devrait faire appel à ce qu'on appelle de la matière exotique. Donc lui, il entoure son véhicule d'un anneau de matière exotique. La matière exotique, ça peut être n'importe quoi, de la matière noire, de l'énergie noire, l'énergie du vide, bref, quelque chose qui n'était valable que par le calcul théorique. Alors voilà son article original, hein, donc la propulsion par distorsion, le voyage hyper rapide, dans le cadre de la relativité générale. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qui respecte, qui n'enfreint pas la relativité générale. Et c'est paru dans une des revues les plus prestigieuses de physique, hein, qui est Classical Quantum Gravity. Alors là, plus récemment, et donc ça date de l'année dernière, de l'année dernière, on est allé plus loin dans la réflexion et dans la modélisation, au moins mathématique, du problème. Là, cet article de Lenz, hein, Eric Lenz, qui est intitulé « Casser la barrière, briser la barrière de la distorsion et solitons hyper rapides dans une théorie de plasma Einstein-Maxwell ». Alors, les solitons, c'est ce qu'on appelle soliton une onde solitaire. Elle peut se déployer dans n'importe quel milieu. Par exemple, lorsque vous avez un tremblement de terre sous-marin, vous avez une plaque tectonique qui se soulève, ce qui a créé en particulier le fameux tsunami de 2004. C'est la vague la plus destructrice. C'est une vague solitaire dont l'intensité est maximale. Et ça existe aussi dans le domaine des ondes électromagnétiques. Donc ici, eux, ils disent, alors j'ai souligné, je ne sais pas si vous voyez bien de là-haut, malheureusement la définition n'est pas terrible. Dans cet article, nous franchissons cet obstacle en construisant une classe de solutions de solitons capables de vitesse supraluminique, si je dis bien, ouais, et qui font appel à de l'énergie purement positive. Alors qu'Alcubierre, lui, voyait une énergie exotique, une matière exotique négative, ce qui est, dans le cadre de la physique, même relativiste, est un peu difficile à concevoir, même en faisant appel à la physique quantique. Donc, vous voyez que les progrès, on fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Alors, ça nous sert, nous, à avancer, mais dans le cas présent, ça sert aussi à expliquer certaines choses qu'on ne comprenait pas. Et que d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, que le GEPAN ne prend jamais en compte. Ouais. Un autre incident connu, relativement connu, qui s'est produit le 25 avril 2013, au-dessus de Porto Rico, au-dessus en fait de la ville d'Aguadilla et de l'aéroport de cette ville, et qui a été filmé par ce type d'avion, qui est un avion, un DHC biturbopropulseur du département de la sécurité intérieure des États-Unis, parce que Porto Rico, pour sa défense, dépend des États-Unis. Bon, ces avions sont bourrés de capteurs, vous voyez ici, dans l'empennage horizontal, sous le ventre, ici, un radome, et à l'avant, une caméra multispectrale capable de filmer dans l'infrarouge. Alors ces avions, leur mission en général, c'est de surveiller les bateaux qui seraient susceptibles de faire du trafic de drogue ou éventuellement des menaces potentielles par des sous-marins adverses. Bref, il faut un peu tout. Et ils sont très bien équipés pour ça, comme vous allez le voir. Alors voilà ce qu'a filmé cet avion, c'est le fameux 25 avril 2013. Alors, le fond clair, c'est la surface de l'océan. L'objet vient de disparaître sous la surface, il va refaire surface ici. Et là, il faut être très attentif, vous allez voir. Là, vous voyez un seul objet, et tout d'un coup, ils sont deux. L'objet semble, je dis bien semble, se dupliquer en deux objets qui volent d'ailleurs à la même vitesse. Alors évidemment, quand cette vidéo a été publiée
C'est une vidéo tout à fait authentique, hein, telle qu'elle a été publiée par le département de la sécurité intérieure. Tout le monde a crié au miracle, au Christ. Est-ce que c'est des trucs de ce genre-là? Parce que l'objet s'est séparé en deux parties. On a dit comment nous n'avons pas la technologie pour faire ça. Ceux qui détiennent ce type de technologie, soit sont des dieux, soit ont des millions d'années d'avance sur nous, etc. J'en ai entendu et lu des vertes et des pas mûres à ce sujet-là. En fait, ça s'explique relativement bien. D'abord, si on prend une analogie dans le domaine de l'astronomie. Ici, par exemple, vous avez un télescope spatial en train de photographier une galaxie. Alors, bien sûr, il faut relativiser les échelles, hein, ça se passe à des centaines de milliers d'années-lumière. Et le télescope voit la galaxie, ici, avec son halo, et 4 objets extrêmement lumineux autour du halo. En réalité, ces 4 objets n'existent pas, du moins ils ne sont pas 4. Ce sont les images d'un seul et même objet que le télescope ne voit pas parce qu'il est caché par l'objet massif qui est au centre. Voilà ce qui se passe. Et ça encore, ça s'explique dans le cadre de la physique relativiste d'une manière relativement simple. Voilà un schéma de la trame de l'espace-temps tel qu'on la conçoit en relativité générale. Alors, l'espace-temps est déformé, comme vous le voyez ici, hein, et plus l'objet est massif, plus la déformation sera importante. Alors, revoilà notre télescope. Lui, il vise l'étoile verte au centre. Et il voit deux, là, il y en a que j'en ai fait que deux, mais deux images, donc, d'un objet unique qui est caché derrière l'étoile, là. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe ceci. C'est que comme l'espace est déformé par la masse, les rayons lumineux le sont également. Au XIXe siècle, on ne savait pas tout ça, mais maintenant on le sait. On utilise cet effet d'ailleurs pour agrandir des objets très lointains, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'antigravitationnel. Alors, pour la petite histoire, si à la suite d'un accident cosmique, genre supernova, quelque comme ça, si la masse du corps ici augmente encore, il arrivera un moment où elle va augmenter tellement que l'objet atteindra une densité infinie pour un diamètre nul, c'est ce qu'on appelle un trou noir. Là encore, l'incident de la Guadilla a été étudié, et fort bien étudié, par la SCU, encore une fois. Donc, analyse détaillée d'un phénomène aérien non identifié, filmé par le département de la sécurité intérieure. Alors, ce sont des images infrarouges. Donc, ce que vous voyez là, c'est les gradients de température de l'objet, que vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure. Alors, plus on va vers le bas, vers le noir, et plus c'est chaud. Donc là, l'objet, ce sont des frames, comment dit-on, des images fixes tirées de la vidéo. Hein. Ici, par exemple, c'est la 4611. Donc là, on a l'objet unique qui vole dans le ciel. Ce qui est bleu, là, c'est l'air environnant, hein, donc qui est froid. Et ici, c'est lorsque l'objet s'est séparé en deux, semblait se séparer en deux. Alors, on voit deux plis de température, bien sûr. Ça, c'est l'image 4652. Alors, les gens, là aussi, se sont criés. Oui, mais comment, si c'est une illusion, parce qu'il y a des adeptes de la théorie selon laquelle les étrangers, les visiteurs, les ovnis, bref, créent des illusions dans notre cerveau, mais malheureusement pour eux,
On ne peut pas créer une illusion dans le circuit informatique et les optiques d'une caméra multispectrale. Hein. Et pourquoi on voit deux images? Eh bien, pour la même raison que tout à l'heure, notre télescope spatial voyait plusieurs images d'un même objet. Et qu'est-ce qui a déclenché plusieurs images d'un même objet astronomique? C'est la distorsion causée par le puits gravitationnel. Autrement dit, ce qu'on a ici, c'est apparemment, je dis bien apparemment, le fait que ces objets sont capables de créer autour d'eux un champ de gravité artificiel qui déforme les images qu'on en reçoit. Alors ça, c'est le même type d'image, mais les couleurs sont différentes, mais le principe est le même. Hein. Plus on va vers le noir, plus c'est chaud. Et parce que ce qui s'est passé, c'est que quand l'objet a disparu sous la surface de l'océan, là encore, on a trouvé des gens qui ont crié « Ah oui, c'est incroyable !» Ils plongent sous la mer sans provoquer de splash, de plouf, d'éclaboussure. En réalité, la SCU démontre, cette image démontre que ça, c'est faux. Quand l'objet a plongé sous l'océan, il a créé un splash. Très faible, certes, très faible, mais visible par les caméras. Et ce sont les deux pics, vous voyez au centre, ici. Ça veut dire que lorsque l'objet a plongé sous la surface, de l'eau froide est remontée. Ça s'explique très bien en physique classique, vous allez voir. J'ai trouvé ça dans c'est un rapport de thèse de l'université australienne, de Tasmanie, de 2014. Les effets de la profondeur de la submersion, de la vitesse et des rapports de Koch sur des sous-marins conventionnels en navigation sous la surface. Alors ce jeune homme-là, il a bien exprimé ça. Alors vous voyez, c'est ici l'onde de surface vers le haut. Bon, en arrière, c'est un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle le sillage de Kelvin, mais ça nous intéresse moins. Ce qui fait qu'un corps naviguant sous l'eau, quelle que soit sa constitution physique, il va créer cette élévation du niveau de la mer. Et bien entendu, cette élévation sera d'autant plus importante que l'objet est près de la surface. C'est ce qu'on appelle une bosse de Bernoulli. Alors la bosse de Bernoulli, évidemment, si la surface de l'océan est agitée, elle sera beaucoup plus difficile, voire impossible à déterminer. Mais c'est pourtant l'une des techniques qui sont utilisées pour détecter des sous-marins en plongée. L'une des techniques, parce qu'il y en a bien d'autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez les bosses de Bernoulli ici, alors ceci est la surface de la mer, hein, elles ne sont que d'une dizaine de centimètres. Pour un objet sous-marin à une profondeur de 30 mètres, et seulement de quelques millimètres si l'objet sous-marin est à une profondeur de 100 mètres. Bon, c'est un principe physique tout à fait banal, classique. Et c'est comme ça que ça s'appelle, la bosse de Bernoulli. Bernoulli Ramp. Alors, maintenant, l'incident appelé Gamble, qui lui s'est passé de l'autre côté des États-Unis, dans l'Atlantique, en janvier 2015, et qui concernait, lui, le groupe de combat aéronaval du porte-avions Theodore Roosevelt. Alors, j'ai juste extrait cette image, vous avez tous vu les vidéos, je suis sûr. Hein. On voit l'objet ici qui est très chaud, alors c'est de l'infrarouge, donc l'objet est noir parce qu'il est très chaud, enfin très chaud relativement au milieu environnant. En fait, ils ont évalué la température de l'objet à une quarantaine de degrés Celsius. Mais l'air, lui, devait être à 5 ou 6 degrés Celsius. Donc. Et vous voyez qu'autour, il y a une sorte de halo très blanc, donc a priori très froid. Et au début, lorsque les premiers ont regardé cette vidéo, on a pensé que c'était un artefact de la caméra, mauvais fonctionnement des lentilles,
Il a été démontré par la suite que non, ce halo existe réellement et qu'il fait partie intégrante de l'objet. Et que donc, il est généré par l'objet. Alors qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Le champ électromagnétique, il faudrait étudier de plus près les gradients de température qu'on peut observer entre un champ électromagnétique et un environnement de telle ou telle température, on ne sait pas. Mais c'est un fait que ces objets semblent générer quelque chose qui leur permet de se déplacer. Bien entendu, on a tendance à dire que ces objets ont une technologie qui leur permet, qui fait appel à des matériaux spéciaux. Et d'où la polémique qui a surgi il y a quelques années à propos d'un débris qui aurait été, je parle au conditionnel, qui aurait été secrètement conservé par les autorités, qui est celui-ci. La photo a circulé, la photo est authentique. Alors de quoi s'agit-il dans ce cas-là? Il a été analysé. Il y a une couche de bismuth au centre, plus claire là, qui est prise en sandwich entre deux couches de magnésium. Alors bien entendu, les labos se sont jetés là-dessus. On a essayé de reproduire ça dans les conditions habituelles des composites multicouches, et on n'y est pas arrivé. Donc les gens se sont dit, voilà une technologie qui nous dépasse, parce que nous, on n'arrive pas à faire la même chose. Mais on sait manipuler, on commence à bien connaître ce qu'on appelle aujourd'hui les métamatériaux. Alors voilà 4 exemples de métamatériaux. Alors j'ai tiré ça d'une publication de Tanaka et Ishikawa, paru dans Nature Conventions en 2017. Alors, il faut bien regarder, ce qu'il faut bien regarder, ce sont les échelles ici. Vous voyez, 1 micromètre, 200 nanomètres, 25 micromètres. Bon, ce sont 4 matériaux différents. Donc là, on est à une échelle nanométrique. Alors, le nanomètre, comme vous le savez certainement, c'est le millionième de millimètre. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous faire le truc de l'article en entier parce que il est long et un peu complexe. Mais ici, on voit par exemple ce métamatériau-là, c'est un composite qui alterne des couches d'aluminium et d'arséniure de gallium. Alors l'aluminium, tout le monde connaît, c'est un métal assez banal, mais qui a beaucoup d'importance en industrie. Et l'arséniure du gallium, c'est ce qui constitue la grande majorité des systèmes électroniques actuels. Il y en a partout, dans les caméscopes, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs. Partout où il y a une technologie électronique, vous êtes à peu près sûr de trouver de l'arséniure du gallium. C'est un semi-conducteur. Donc il permet de passer le courant électrique que dans certaines conditions. Alors bien entendu, les métamatériaux, ils ont les propriétés de courber la lumière dans certaines directions et pas dans d'autres, contrairement aux matériaux ordinaires. On a pensé à ce qu'on appelle la cape d'invisibilité, une des applications possibles de ces métamatériaux. Là, c'est un article, par exemple, une figure tirée de l'article de Pendry, Sheridan Smith dans Science en 2006. Vous voyez que ça commence déjà à dater. On n'est pas, les métamatériaux, ce n'est pas une science tout à fait nouvelle. On veut protéger, on veut rendre invisible la sphère qui est au centre, et on a mis autour une coque de métamatériaux qui n'est pas décrit, bien sûr. On voit le trajet de la lumière. Les rayons lumineux vont contourner l'objet et donc le rendre invisible. Et vous comprenez bien que tout ça sont des caractéristiques de ce qu'on observe, on continue d'observer, et de ce qu'on a longtemps observé chez les ovnis. Je parle des ovnis sérieux, pas des méprises, des choses que nos amis nous ont montrées tout à l'heure. On est allé encore plus, il y a encore plus fort que ça.
Là, j'ai trouvé un papier qui est paru dans Optics Express en 2019, je crois. 2013, pardon. Démonstration expérimentale d'un multivers, les mots sont importants, dans un métamatériau ferrofluide. Ferrofluide, c'est-à-dire qu'on a des atomes de fer dans un milieu liquide qui vont être agencés, qui vont être orientés par des champs électromagnétiques. J'en ai extrait ce morceau. J'ai traduit la plupart des textes, sauf certains qui n'ont pas besoin de traduction. Les avancées récentes dans le domaine des métamatériaux électromagnétiques et de la transformation optique ont suscité un progrès considérable dans la modélisation des géométries d'espace-temps exotiques. Vous voyez qu'on tourne toujours autour du même sujet. Telles que celle de l'immédiat, par exemple l'immédiat après Big Bang, des trous noirs, des trous de verre, de la distorsion d'Alcubierre et même celle d'un multivers. Lorsque ces espaces-temps sont courbés, il est possible de créer dans ce métamatériau des processus similaires au trou noir et au Big Bang. Donc vous constatez là que la science avance extrêmement vite dans ce domaine et par conséquent nous permet de comprendre certaines choses concernant les ovnis ou les phénomènes aériens non identifiés, puisque maintenant, hypocritement, on les appelle comme ça. Alors tout à l'heure, on posait la question, est-ce qu'il y a eu de la rétro-ingénierie de la part des militaires, des scientifiques ou du gouvernement? Il semble que oui, parce qu'on a souvent rapporté des épaves, des débris qui étaient déménagés par l'armée secrètement, le plus secrètement possible évidemment. Et la question qui se posait, c'était est-ce qu'on est capable, à partir des débris retrouvés, ou même des épaves, et en particulier des métamatériaux dont je vais vous parler, de recréer ces technologies pour notre propre compte, évidemment. Alors ça, on a dit depuis le début, depuis les années 50, tout le monde disait que l'armée récupérait et essayait de reproduire les technologies. L'un des plus impliqués, semble avoir été Bernard von Braun lui-même. Alors, la DIA, qui est l'agence de renseignement de la défense des États-Unis, a publié des rapports qui ont été déclassifiés, sur des avancées technologiques proprement, d'après ce qu'on pourrait penser, proprement terrestres, tout à fait humaines. Par exemple, celui-ci qui est intitulé « La cape d'invisibilité, théorie et expérimentation ». Expérimentation, ça veut dire qu'ils ont fait des expériences. Un autre, par exemple, qui est intitulé application aérospatiale de l'antigravité. C'est la DIA, je ne l'invente pas. Et par exemple, le troisième, détection et poursuite à haute résolution de véhicules en vol hypersonique. Ça date des années 2009-2010. Et puis aujourd'hui, depuis 2010, 2017, 2018, on a vu apparaître sur la scène ufologico-militaire, un mystérieux docteur Païs, qui est controversé, on a dit, les uns ont dit ceci, les autres ont dit cela, et ce gars-là, il a publié des brevets, qu'on a appelés les brevets OVNI, vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, un brevet sur un générateur d'ondes gravitationnelles à haute fréquence. Alors moi, je sais ce que c'est les ondes gravitationnelles, ou du moins, je sais qu'elles ont été découvertes, mais à haute fréquence, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Lui, il doit le savoir. Supraconducteur à température ambiante.
Bon, ça c'est encore, si c'est vrai, c'est une avancée extraordinaire, parce que jusqu'à présent, on savait fabriquer des supraconducteurs, mais pour ça, on était obligé d'avoir de très basses températures, de l'ordre de moins 180 à moins 250 degrés Celsius. Un générateur de champ de force électromagnétique. Bon, ça c'est déjà plus abordable. Dispositif de réduction de masse inertielle. Alors ça peut paraître comment dirais-je, un peu fondu, genre d'expression, mais parce qu'il faut savoir que plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, et plus la masse du mobile augmente. Si bien que M. Einstein considérait qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière, parce que à la vitesse de la lumière, la masse serait en théorie infinie, et que pour accélérer une masse infinie, on a besoin d'une énergie infinie, ce qui est impossible. Mais si on réduit la masse inertielle, c'est-à-dire la masse en mouvement, alors on peut très bien envisager des véhicules qui seraient capables d'atteindre des vitesses relativistes très élevées, voire peut-être même la vitesse de la lumière elle-même. Et enfin, et ça nous avons encore nos ovnis sous-marins, hein, un brevet sur un véhicule hybride aérospatial sous-marin. Alors, ce docteur Pallis, il a été controversé, mais il s'avère, en réalité, qu'il travaille pour la NASA, pour l'armée de l'air, pour la marine, essentiellement pour la marine d'ailleurs, et ces gens-là ne font pas confiance au premier venu. Alors il a pondu un certain nombre de publications, là j'en ai que 2 exemples, hein. Par exemple, paramètres pour la propulsion d'un vaisseau spatial à vitesse supraluminique. Et ou alors un générateur de champ électromagnétique à haute énergie. Tous 2 parus dans un journal très sérieux qui est International Journal of Space Science and Engineering. Et récemment, le magazine Forbes, qu'on ne peut pas accuser ni de partialité ni de l'inverse, qui est un des magazines les plus connus mondialement en termes de géopolitique et d'économie, posait la question: que se cache-t-il derrière le brevet d'énergie de fusion OVNI de la marine? Alors c'est un rapport assez long, mais en particulier, il parle du docteur Pallis, et il dit ceci: il est clair que ce physicien possède des références tout à fait authentiques, en particulier un doctorat de l'université Case Western. Il a publié quelques-uns de ses travaux, toutefois, beaucoup d'entre eux sont probablement classifiés. Donc ce Salvatore César Pallis a l'air d'un type extrêmement sérieux, c'est un physicien théoricien, et si ces brevets, alors de 2 choses l'une, soit ces brevets sont issus de son seul cerveau, soit ce sont des événements ou des phénomènes externes qui l'ont inspiré. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, et la marine, bien entendu, se refuse à toute déclaration. Alors voilà, par exemple, des schémas tirés de ces brevets. Hein. Donc c'est un objet qui a une gueule un peu triangulaire ou trapézoïdale. Il y a une cavité résonante interne, un générateur de champ électromagnétique, il y a même un poste d'équipage, une sonde d'énergie, une source, et il y a au milieu là une cage de Faraday. Bon, une cage de Faraday, on se doute un peu pourquoi. Son générateur d'ondes gravitationnelles à haute fréquence. Alors, un schéma tout à fait incompréhensible pour celui qui n'a pas les définitions. Hein, c'est très succinct les rapports là-dessus. Donc, en conclusion, puisqu'il faut bien venir à terminer, il est clair que qui dit technologie dit énergie. Toujours. Et il se trouve qu'une civilisation, par nature, cherche par tous les moyens à produire de l'énergie. Et les formes d'énergie, il n'y en a pas tant que ça dans l'univers. Autrement dit, ces visiteurs, ces étrangers, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature,
d'où, et quelle que soit leur origine, eh bien, ce ne sont pas des magiciens. Ils sont obligés de se conformer, comme nous, ils sont obligés de se conformer aux lois de la physique, qui sont valables dans tout l'univers et pour tout le monde. Et quoique je partage entièrement cette opinion, hein, cette phrase n'est pas de moi, elle est de Adam Frank, qui est astrophysicien à l'université de Washington à New York. Un autre chercheur, un autre physicien théoricien assez connu, qui est le docteur Jack Safadi, alors les références, excusez du peu, l'université de San Diego, Cornell, l'Institut Max Planck, lui dit ceci, en parlant des objets tic-tac, pour ces objets, il n'y a ni accélération, ni vitesse hypersonique. Le tic-tac est immobile par rapport à son champ de gravité local en apesanteur. C'est l'espace autour de lui qui est déformé. Les observateurs extérieurs ont l'impression d'une accélération instantanée, d'une vitesse hypersonique. Ce fut le cas particulier du capitaine Preble, c'est l'un des pilotes de F-18 dans l'incident tic-tac, qui recevait donc, qui avait le retour de ces signaux radars qui lui revenaient du champ de distorsion des objets. Et il termine en disant, c'est selon les mots de John Archibald Wheeler, une accélération sans accélération, une vitesse hypersonique sans vitesse hypersonique. Alors, John Wheeler, c'est l'un des plus grands physiciens théoriciens du XXe et du XXIe siècle. Alors, Luis Elizondo est revenu là-dessus, parce que certains ont parlé de brouillage, c'est-à-dire que les objets émettraient un brouillage destiné à nous tromper, à nous leurrer, et éventuellement à leurrer les caméras, ce qui est beaucoup moins facile que de leurrer le cerveau d'un individu. Elizondo lui dit, en fait, le terme brouillage est impropre. Selon moi, on devrait plutôt parler d'interférence. D'après les effets physiques observés, nous suspectons qu'il s'agit en réalité non pas d'une tentative délibérée de brouillage, mais simplement d'un effet collatéral, ou si vous préférez, d'un sous-produit de la source d'énergie de l'objet. Et il termine en disant, c'est exactement ce qu'on veut démontrer, imaginez que vous puissiez manipuler l'espace-temps dans une zone très localisée autour de vous. Pour un observateur extérieur, cela reviendrait à regarder, depuis la surface, un poisson au fond de l'eau. Il verrait une image distordue, une distorsion. Là, c'est encore plus fort. Un article paru dans Entropy, qui est un des journaux qui dépend de la National Library of Medicine. Évaluation des caractéristiques de vol de véhicules aériens non identifiés. Et j'en ai extrait ce passage. Ces appareils apparaissent technologiquement plus sophistiqués que n'importe quel véhicule connu sur Terre. Dans la majorité des cas, le nombre et la qualité des témoins, il s'agit essentiellement des pilotes, d'autres personnels militaires. Les divers rôles qu'ils ont joués lors de ces rencontres et les matériels utilisés pour pister et enregistrer les objets soutiennent l'hypothèse qu'on a là affaire à des machines de technologie avancée. Les caractéristiques de leur performance, c'est très important, sont compatibles avec les paramètres requis pour le voyage interstellaire. Autrement dit, en supposant que les accélérations constatées s'exercent également dans l'espace, cela signifierait que ces véhicules sont capables d'atteindre rapidement des vitesses relativistes. Vitesses relativistes, c'est-à-dire des proportions importantes de la vitesse de la lumière, peut-être même la vitesse de la lumière elle-même, et peut-être aussi au-delà. Ils seraient donc susceptibles de couvrir des distances interstellaires en quelques jours ou semaines de leur temps propre. Et là encore, les mots ont une grande importance, de leur temps propre.
quelques jours ou semaines de leur temps propre. Parce que si on se place par exemple dans une perspective purement terrestre, vous voulez atteindre une étoile, un système stellaire situé à 100 années-lumière. Vous vous déplacez à la vitesse de la lumière, ou même une vitesse légèrement supérieure à celle de la lumière. Ça va vous prendre, pour le véhicule lui-même, et pour vous qui êtes dedans, quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, pour faire le voyage. Mais pendant ces quelques semaines, l'univers environnant aura vieilli de 100 ans. C'est une conséquence, encore là, une conséquence directe de la relativité restreinte. C'est la dilatation temporelle lorsqu'on atteint des vitesses proches ou égales à celles de la lumière. C'est le fameux paradoxe des jumeaux que tout le monde connaît. Donc ça veut dire que ça pose un problème plus immédiat. Ces étrangers, ces visiteurs, qui apparemment sont bien réels, il ne faut plus se cacher, il ne faut plus se mettre des pots de saucisson devant les yeux, s'ils sont venus d'un système solaire voisin, plus lointain, pour eux c'est un aller simple. Autrement dit, c'est un voyage sans retour, à cause de la dilatation temporelle, parce que leur monde d'origine a vieilli d'un certain nombre de siècles, tout dépend de la distance qu'ils ont franchie. Ce qui pourrait signifier que, évidemment, sachant que c'est un voyage sans retour, ils se sont établis pas loin. Et ça donne peut-être une prise aux fameuses théories qui seraient qu'ils auraient une base dans la ceinture d'astéroïdes ou dans le nuage, dans le nuage de Kuiper, dans le nuage de Oort, c'est-à-dire aux extrêmes limites du système solaire. Ça, nous ne pouvons pas, dans l'état actuel de nos moyens, nous ne pouvons pas le vérifier. Mais on a un nouvel outil en orbite, maintenant, en orbite de Lagrange plutôt, c'est le télescope James Webb. Lui, il peut voir deux mouches en train de copuler au-delà du système solaire. Ce truc-là est vraiment une machine extraordinaire. Et si quelque chose s'approche ou manifeste des caractéristiques énergétiques particulières, même aux confins du système solaire, il pourrait peut-être les voir. Alors bien sûr, il y a un moyen plus rapide pour franchir la distance interstellaire, c'est le trou de verre, la porte des étoiles, ce qu'on appelle techniquement le pont Einstein-Rosen. Parce que là, vous voyez, au lieu de faire le tour dans l'espace normal entre A et B, on passe directement. Alors bien sûr, les deux branches sont beaucoup plus rapprochées que ce que montre l'image. On passe de A à B quasiment instantanément, mais on passe à travers ce qu'on appelle un hyperespace. Mais là encore, on ne sait pas faire, parce qu'il faut une énergie négative, enfin, il faut des formes d'énergie que nous ne maîtrisons pas. Donc, je vais en terminer avec ça. 3 grandes institutions, aux États-Unis en tout cas, parlons pas de l'Europe, ils ne sont pas dans le coup. La marine, l'armée de l'air, et évidemment le département de la défense, c'est-à-dire le Pentagone, tout ça dépend, qui ont reconnu l'existence de ces machines, de ces objets, sans toutefois pouvoir expliquer leur nature et leur origine. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Et au printemps dernier, ces événements ont été portés à la connaissance de session du Congrès des États-Unis. Le Congrès, c'est la réunion du Sénat et de la Chambre des représentants. Donc, il y a eu des auditions publiques, c'est-à-dire tout le Congrès, bien sûr pas le public, les membres du Congrès, et des sessions privées, au moins une en tout cas, qui, elles, ne réunissaient que quelques spécialistes, militaires, scientifiques, politiques sans doute, mais dont la teneur est strictement tenue secrète. Et bien entendu, tout ça, c'est sous le parapluie de la sécurité nationale. Parce que tous ces organismes ont parlé de menaces potentielles
sur la sécurité aérienne et la sécurité nationale. Et alors, la NASA s'est lancée dans la bagarre. Peut-être que ses responsables se sont dit qu'il était temps de prendre le train en marche. À moins que, parce que la NASA a toujours eu une position très ambiguë vis-à-vis des ovnis. Par exemple, vous voyez ce rapport qui est du Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, hein, qui est intitulé « Concept de propulsion en résonance de champ ». Et vous voyez la date 1979. Et dans ce rapport, il y a ce passage qui dit « Les vitesses fantastiques, les virages en angle droit, les arrêts instantanés ou les accélérations, de même que l'absence de banque sonique, malgré les vélocités de 35 000 km à l'heure ou plus, suggèrent que les ovnis génèrent un champ de gravité artificiel ou bien utilisent des propriétés de l'espace-temps mal connues de nous. Les données recueillies semblent indiquer que les ovnis disposent d'un système de propulsion basé sur une relation non encore élucidée entre champs électromagnétiques et champs de gravité. 1979. Et vous avez entendu ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, c'est QFT. Alors, au mois de juin dernier, la NASA a déclaré officiellement lancer une étude indépendante sur les phénomènes aériens non identifiés. Ça date du 9 juin de cette année. Et à cette occasion, Thomas Turlican, qui est administrateur adjoint de la NASA pour la science, déclarait ceci. La NASA a confiance dans les performances de ses outils de recherche scientifique. Et ces outils sont parfaitement adaptés à cette étude. J'ai entendu des ovnis, c'était dans le texte qui précédait. Nous possédons une large gamme de technologies d'observation de la Terre depuis l'espace. Nous avons à la fois les moyens et les cerveaux pour une approche nouvelle de l'inconnu. C'est la définition même de la science, c'est cela notre travail. Voilà ce que déclarait la NASA au mois de juin. Alors, moi je ne sais pas vous, mais j'ai presque tendance à, si je m'amuse à lire entre les lignes, surtout les dernières, là, nous avons à la fois les moyens et les cerveaux pour une approche nouvelle de l'inconnu. J'aurais presque l'impression que c'est un peu lancé comme un défi, non pas aux autres nations, aux autres chercheurs, mais aux visiteurs eux-mêmes, aux étrangers eux-mêmes, en leur disant « Vous êtes peut-être intelligents, mais nous aussi. » Enfin, c'est une hypothèse tout à fait gratuite de ma part, mais parfois, derrière les hypothèses gratuites, il y a des vérités. Je n'en sais rien, franchement. Alors, une approche nouvelle de l'inconnu. L'inconnu, qu'est-ce que c'est? Ben, ce n'est qu'une chose provisoirement cachée, comme le disait Carl Sagan, qui attend d'être découverte. Et ça, je vous remercie.